Allez, allez, on appuie. Celui qui vient sur l'île de Ré, il faut qu'il fasse du vélo pour découvrir des coins. Il y a plein de balades découvertes à faire. C'est l'idéal pour faire du vélo. On respire, on fait du sport, c'est parfait. Là, on est dans un coin qui est carrément interdit à la circulation d'auto. Il n'y a pas de pollution, c'est cool. Là, c'est des anciens marais. Derrière, c'est des marais salants. Ça bouge, il y a plein d'oiseaux, c'est des réserves. De l'autre côté, c'est la mer, c'est la belle vie. Sur 85 km², l'île de Ré offre des paysages de carte postale où tout n'est que luxe, calme et volupté. L'été, vedettes du showbiz et riches familles viennent couler des jours heureux en toute discrétion, loin de l'agitation du monde. Mais pour les 18 000 habitants à l'année, l'île a bien changé. Et son succès a parfois un goût amer. On est tellement en minorité. On se vit tout petit maintenant. Face au flot des touristes, les Rétais doivent résister pour préserver les espaces naturels de l'île. En mairie, en 95, il y avait un projet de marina. On serait millionnaire si on avait construit tout ce qu'on aurait pu construire. Car la vraie richesse de l'île, ce sont ceux qui font vivre son terroir. On fait pas des frites avec les pommes de l'île de Ré. Ça, c'est pas possible. C'est presque une milliardise tellement elles sont bonnes. Ah, ça vient de l'île de Ré. Le sel de l'île de Ré, tout de suite, clac, on connaît, sel d'exception. Sel, pommes de terre et huîtres sont les produits emblématiques d'une île qui ne connaît pas la crise. L'été, la population est multipliée par 10 et certains professionnels peu scrupuleux n'hésitent pas à en tirer profit. Ça vient d'ailleurs, tout le poisson. Les gens ne le savent pas, ils pensent manger du produit frais, puis résultat, c'est pas du poisson qui vient d'ici. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas indiqué. Et l'insolente réussite de l'île n'est pas sans inconvénients pour ceux qui travaillent ici. Si on ne peut plus ni vivre ni travailler, de toute façon, malheureusement, on n'aura plus rien à faire sur l'île. Ça sera notre départ. Nous, on ne demande pas grand-chose, c'est seulement des outils de travail qui peuvent très bien s'intégrer dans le paysage. Et voilà, ils veulent nous faire chier, ils ont réussi. L'île de Ré ne doit pas devenir un parc d'attractions. Entre business et authenticité, l'équilibre est fragile sur ce territoire qui ne veut surtout pas perdre son âme. Il est 7 h du matin, un jour de printemps, sur la côte nord-est de l'île. Lionel Quillet, un élu de l'île, et son ami Daniel Massé, chef restaurateur, sont de sortie. Ah, j'ai une crevette. Il n'y a plus de crevette. Voilà ce que c'est qu'une belle étrille. Et ça, c'est un produit de notre île, de notre restaurant. Et il faut que ça continue. L'intérêt, c'est qu'on les trouve encore à 20 mètres du bord, quoi, parce qu'elles sont protégées. C'est un crustacé très très fin, très agréable. Ouais, très agréable à manger. L'idéal, c'est de les manger un petit conseil, les manger tièdes. C'est très très bon, c'est excellent. Au départ, il faut savoir que la pêche que nous faisons, c'est uniquement une pêche pour la consommation personnelle. Il n'y a pas de vente, c'est absolument interdit. C'est un plaisir personnel, un plaisir gustatif, une tradition rétaise. C'était pour manger que nous allions à la pêche. Et ces pêcheries font partie de notre terroir. C'est aussi la vie de l'île de Ré. L'île de Ré est souvent très caricaturée, bon, ce qui est tout à fait normal sur ses vacances, ses people, etc. Mais la vie rétaise, elle est là parce que, voilà, vous partez le soir, vous prenez votre feu, vous allez pêcher, on discute de ce qui s'est passé la journée. Ça nous arrive tous les deux qu'au mois de novembre, je dis à Lionel à quelle heure c'est basse-mer, à 11 h du soir, 11 h, on s'en va, on s'occupe pas du temps. Il y a plein de traditions comme ça. C'est une île. Cette île est devenue magnifique et très prisée parce qu'elle a une authenticité. Alors maintenant, les gens pensent, dire les gens viennent parce qu'il y a des gens. Non, ils sont venus parce qu'il y a authentique. Il y a surtout une île qui est restée inconstructible à 80%. Lionel Quillet est un personnage emblématique de l'île. Il est maire du village de Loye et président de la communauté de communes de Ré, l'établissement public qui regroupe les 10 villages de l'île. Il agit au quotidien pour que Ré reste cet écrin qui n'a jamais cédé aux sirènes des promoteurs. Sur ce coin-là, quand je suis arrivé moi en mairie en 95, il y avait un projet de marina. Sur toute l'entrée du Fier là-bas, il y avait marina, bateau, service, un truc extraordinaire. Non, on n'est pas la grande motte là, qu'est-ce que tu nous fais là? Non, c'était en 95, c'était le projet qui était présenté et on a tout refusé. Une marina, ça aurait été magnifique, mais vous auriez pu la vue sur la mer de l'église d'Ars, sur les ports. C'est des couleurs fantastiques. Là, vous êtes dans l'île de Ré depuis 2000 ans, quoi.
Fait unique en France, depuis le 1er janvier 2012, il est impossible d'ouvrir un nouvel hôtel tant qu'un autre ne ferme pas ses portes. Cette particularité, dite du numerus clausus, est un excellent moyen pour contrôler le nombre des touristes et ainsi leur impact sur l'île. Là c'est certainement un des plus beaux coins de l'île, c'est le Fier d'Ars. Il y a pour moi pas beaucoup plus joli parce que c'est vraiment l'âme même de l'île de Ré, quoi. Et c'est des coins qui dans d'autres régions de France n'existent plus parce que voilà, c'est une préservation. Alors c'était un combat de tous les jours parce que c'est extrêmement compliqué. Bien sûr, il y a des appétits énormes. La pression immobilière. La pression immobilière. C'est pour ça que souvent les gens se disent ouais, l'île de Ré, vous êtes riche, vous avez des solutions, mais on a refusé de construire 80%. On serait millionnaire si on avait construit tout ce qu'on avait pu construire. C'est pas notre vie. C'est pas notre vie. Et alors on a été récompensé parce que derrière est venue une écotaxe pour préserver l'île, parce que l'environnement à protéger, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, ça coûte très cher. Quand vous faites de l'environnement de la protection, ce qu'on fait les RT, c'est pas de construction, donc c'est pas de fiscalité, c'est pas de population, c'est pas d'impôts, c'est tout ce qui fait la richesse des collectivités. Cette politique de préservation du territoire coupe l'île de Ré d'importants revenus. Comment l'île parvient-elle à se financer? Le pont. Inauguré en 1988, ce pont est le deuxième plus long de France. Chaque année, 3 millions de véhicules le franchissent. Entre le 14 juillet et le 15 août, le compteur s'affole, avec des pics à 1000 voitures par heure. Il faut compter 16 € le passage en pleine saison. Depuis 2004, les résidents à l'année sont exonérés de péage. Combien? C'est trop cher, c'est trop cher. Tout est trop cher en France. Faut baisser les prix de tout. Ah bah je suis pas spécialement visée alors. Voilà, non, Moi non, je suis rassurée. Non, vous êtes Et voici. Allez, bonne journée. Merci. Oui, les gens sont surpris par rapport au prix. Mais la queue va des fois jusqu'à la rocade. Je leur dis si c'était moins cher, imaginez le... Et on peut même plus circuler dans l'île de Ré, là, à cette période-là. 16 €, c'est... Les gens râlent, mais viennent quand même. Donc, ne serait-ce que pour réguler le trafic, c'est vraiment obligatoire. Dès qu'on est sur le pont, on a déjà l'impression de s'évader un peu. Si je pouvais avoir ma maison de vacances au bord de l'eau avec une piscine dans l'île de Ré, je serais contente. Et tu peux pas? Pas encore, c'est en projet. Depuis 2011, le pont est complètement remboursé. Chaque année, le péage génère une manne de 12 millions d'euros. Une moitié finance l'exploitation du pont, l'autre moitié, soit 6 millions d'euros par an, alimente une écotaxe qui finance l'entretien et la préservation des espaces naturels de l'île. Mais le pont permet surtout de limiter la fréquentation en pleine saison. Son tarif est dissuasif pour les visites à la journée. Cette barrière à l'entrée de l'île garantit aux vacanciers un séjour à l'écart du tourisme de masse. Sur l'île, le contraste avec le continent est saisissant. Aucun panneau publicitaire, aucun feu tricolore. Le temps semble s'être arrêté après-guerre. Si les règles strictes qui sont imposées en matière d'urbanisme rendent l'île si belle, elles pénalisent parfois ceux qui travaillent ici, comme Jeanne Baron, un ostréiculteur. Sans indication sur un panneau, difficile de guider les touristes et de faire vivre son commerce. C'est vraiment une installation provisoire. Je pense qu'à mon avis, je vais avoir des problèmes encore. Mais malheureusement, cette pancarte ostréiculteur dégustation, moi je demande juste dessous la même taille avec le nom de ma cabane. Parce qu'en fait, on est plusieurs cabanes, mais les gens se trompent. C'est un peu comme si sur l'île de Ré, il y avait marqué hôtel, mais que hôtel, il n'y a pas le nom de l'hôtel. Et le camping, il n'y a pas le nom du camping. Je pense que les gens vont tourner un peu. Donc là, l'année dernière, j'avais mis sur cette pancarte 3 drapeaux, comme ça. Et apparemment, je dénature le site et je gêne l'UNESCO. Moi, à mon avis, c'est les cons qui dénaturent l'UNESCO. La dégustation d'huîtres, c'est la continuité de notre travail.
et la valorisation de notre travail. Donc voilà, nous on ne demande pas grand-chose, c'est seulement des outils de travail qui peuvent très bien s'intégrer dans le paysage. Et voilà, ils veulent nous faire chier, ils ont réussi. Ce natif de La Rochelle a eu 1000 vies avant de se poser à Ré. Il a été scaphandrier et a fait le tour du monde avant d'exploiter quelques parcs à huîtres au large de Saint-Martin. Vous l'entendez ce petit grésillement? Ça c'est le grésillement de la pousse. Moi ça me fait penser à quand on marche dans la neige fraîche. Et ça c'est un signe de pleine forme. Elles sont en pleine forme les huîtres. T'as vu, elles sont grosses hein Lucien? Il y a déjà du 3 dedans. L'île de Ré produit chaque année 6 à 8 000 tonnes d'huîtres, soit 8% de la production française. Jam et son épouse font tourner leur petite affaire et proposent dès les premiers rayons de soleil un espace dégustation les pieds dans l'eau. Quelques tables en bois, des parasols colorés et les touristes peuvent déguster des huîtres tout juste sorties de l'eau. Madame de Douzaine? En pleine mer? Oui. Alors en fait, les gens, quand même, ils regardent les tarifs. Ici, sur une grande enseigne qu'il y a ici, dont je ne citerai pas le nom et qu'on voit partout, ils sont à 7,50 le kilo. Nous, on est à 5,50 parce qu'en fait, ils les achètent à des producteurs et ils font de la marge dessus. Voilà, donc nous, on enlève des intermédiaires, donc ça nous permet de vendre nos produits à un tarif qui est raisonnable. Et voilà. Pour être ostréiculteur, il faut savoir compter jusqu'à 12. Quand on vend nos huîtres, on les vend sous l'appellation huîtres des îles, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'en fait, si on avait estampillé sur nos bourriches huîtres de l'île de Ré, peut-être que ce serait un peu plus connu, donc c'est dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les huîtres, c'est les globetrotters. Hein. Vous avez des gens qui sont installés à Marennes ou des gens qui sont installés dans l'île de Ré, mais ils ont des parcs en Bretagne, ils ont des parcs en Normandie. Hein. Et après, ils les mettent 15 jours dans leur marée à Marennes, ils appellent ça des marennes-oléron. Donc en fait, les huîtres, elles voyagent. Après, elles prennent l'appellation de la dernière destination, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous voulez le parasol, messieurs, dames? Bonjour. Non, ça va? Quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression d'être au paradis. J'étais entre les vignes et la mer. Et je me suis dit, ça, c'est un spot d'enfer. Dès que j'ai sorti mes premières tables pique-nique pour mettre aux angles, la police municipale est arrivée et ils m'ont dit d'enlever mes tables de pique-nique. Donc vous voyez, déjà, les hostilités ont commencé dès le départ. J'ai fait venir le maire et l'adjoint au maire de l'époque de Saint-Martin et il leur a prouvé par A plus B qu'un producteur était dans son droit de faire de la dégustation. Ici, juste là où on est, j'avais monté un petit abri qui faisait 45 mètres carrés avec un toit comme un mobil-home, une charpente ouverte en bois, très bien, peinte en grise, c'est style l'île de Ré. On me l'a fait démonter et on m'a envoyé en correctionnel. Voilà, un peu l'ambiance. Je travaille tout l'hiver dehors à ensacher les poches. J'ai pas le droit d'avoir un abri. Je suis en ciré et en botte du matin au soir, en plein vent. Les producteurs, ils n'ont pas le droit. Par contre, il y a des gens qui ont des piscines qui peuvent déplacer, des agrandissements qu'ils peuvent faire. En fait, ils font plaisir à leurs copains. Il y a certains qui ont des autorisations, d'autres qui n'en ont pas. Donc voilà. Moi, ce qui me révolte, c'est pas de pas pouvoir faire ce que je veux. Ce qui me révolte, c'est les injustices. Les gens qui veulent monter un projet, à chaque fois, ils sont freinés. Toujours freinés. Ces contraintes administratives sont le prix à payer pour que l'île garde son charme intemporel, ce petit supplément d'âme qui plaît tant aux vacanciers. Dès les premiers jours de juillet, la population de l'île passe de 18 000 à 150 000 personnes. Les embouteillages deviennent légion sur les 120 km de pistes cyclables. Les 70 loueurs de bicyclettes de Ré sont débordés. Entre le 20 juillet et le 20 août, on n'a plus de vélo dans tous les magasins, de tous les loueurs, de toute l'île de Ré. Pour une semaine, une famille avec 2 enfants doit débourser 150 € de location de vélo.
Ajouté au coût du péage, au prix des commerces et au logement, les vacances sur l'île de Ré sont coûteuses. En 2014, une étude a classé l'île destination la plus chère de France durant les vacances scolaires. Il en est de Saint-Martin comme de Saint-Tropez. L'été, on flâne sur le port jusque tard dans la soirée. Mais ce que les touristes ignorent, c'est que les pavés qu'ils foulent n'ont pas toujours servi à dresser des terrasses. L'île a en effet un passé plus trouble que David Canard, un écrivain parisien exilé ici depuis 20 ans, aime raconter. Il arrive par la mer avec son ami Benoît, un Rétais pure souche. Moi j'ai toujours une émotion quand je passe ici parce que je pense à tous ces bagnards qui sont partis. Ils arrivaient là, ils avaient passé entre 1 semaine et 3 mois dans la citadelle dans des conditions effroyables. Et un petit peu plus loin, les familles qui étaient là, qui venaient voir pour la dernière fois un frère, un mari, un cousin qui partaient pour l'enfer, quoi. Durant près d'un siècle, Saint-Martin a été le port d'embarquement des prisonniers pour les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Le dernier départ pour le bagne, c'était le 22 novembre 1938. J'ai rencontré une dame qui l'a vécu, qui était petite fille à l'époque, et qui m'a parlé vraiment un souvenir qui était très ancré dans sa mémoire, qui était le bruit des sabots sur les pavés, qui résonnait dans un silence de plomb. Ça fait quand même 70 000 gars qui sont passés par là, et en moyenne, il y avait à peu près 3 départs par an de bagnards. Donc ici sont passés les Dreyfus, Papillon, Seznec, enfin les grands noms, quoi, hein, ceux qui avaient fait vraiment la une des journaux à l'époque. En tout cas, c'est quand même vraiment l'histoire de Saint-Martin, elle s'écrit aussi dans cette histoire du bagne, quoi. Tout au bout de la citadelle bâtie par Vauban en 1681, Saint-Martin abrite un bâtiment un peu particulier. Légèrement à l'écart des regards, il n'apparaît pas dans les guides touristiques. Donc là, on est devant l'entrée de la citadelle, c'est la porte dite royale. Alors aujourd'hui, c'est l'entrée de la prison. Donc effectivement, Saint-Martin, c'est toujours alors c'est pas une prison, c'est une maison centrale. C'est même la plus grande maison centrale de France. Et aujourd'hui, il y a toujours 500 détenus qui sont enfermés ici pour de longues peines. La moyenne de peine, c'est 18 ans. C'est vrai que c'est une histoire qui est un petit peu cachée quand même. On ne voit pas en arrivant à l'île de Ré, il y a un panneau maison centrale, prison. Mais c'est toute une vie la prison, hein. C'est 500 prisonniers, ça fait à peu près 500 personnes. Ça a été très longtemps un des plus gros employeurs de l'île de Ré. Au niveau économique, c'est pas négligeable. Et puis tous les week-ends, il y a des familles qui viennent au parloir. Il y a une vie qui est un petit peu souterraine, mais qui existe vraiment. Aujourd'hui, toujours quand on arrive à l'île de Ré, on ne s'imagine pas qu'il y a 500 prisonniers. Voilà. Et les gens viennent et tapent à la porte de la prison pour visiter éventuellement la citadelle. Parce que c'est Vauban et c'est vrai que ce sont des beaux bâtiments. Mais les baigneurs, les touristes et les prisonniers. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe de l'île, quoi. L'autre paradoxe, c'est qu'à seulement quelques pas de la prison, on trouve les rues les plus chics de l'île.
D'anciennes maisons de pêcheurs y sont restaurées avec goût par de fortunés vacanciers. Celle que l'on appelle Ré la Blanche a toujours attiré de nombreuses personnalités adeptes du proverbe « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Patrick Bruel, Vincent Lindon et Thierry Lhermitte du côté de Loie, Fabrice Lucchini, Luc Ferry ou André Dussolier vers les Portes-en-Ré, Lionel Jospin, Philippe Solers ou Alain Bougrain-Dubourg sur la partie sud de l'île. Depuis que l'île est à la mode, les prix de l'immobilier ont flambé. Au cœur de Saint-Martin, Yann Verdefroy, un photographe rétais, retrouve Germain Tournois, gérant d'une prestigieuse agence immobilière. Ce qui est intéressant dans la partie extérieure, c'est qu'on est sur un extérieur qui est totalement abrité des regards, du bruit. Il n'y a aucun vis-à-vis ici. Il n'y a aucun vis-à-vis. On peut totalement séjourner ici en totale discrétion. Et on est en plein cœur de Saint-Martin-de-Ré. Voilà. Et là, c'est vraiment l'image typique de ce qu'on recherche sur l'île de Ré. C'est-à-dire qu'on est dans un espace très cocooning, mais en étant vraiment chez soi et sans que personne puisse percevoir comment ça se passe à l'intérieur. Et un bien comme celui-ci, qui se situe, j'imagine, dans le haut du marché de ce qu'on peut trouver à Saint-Martin-de-Ré? Oui, effectivement. Alors, un bien comme celui-ci, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'atouts pour la valoriser. C'est-à-dire qu'on a une surface importante. On a aujourd'hui une maison qui développe plus de 200 mètres carrés avec 5 chambres. Et donc, on a une situation dans une rue très calme, un extérieur. Donc, on est dans une fourchette assez importante de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison comme celle-ci, on dépasse le 1,5 million d'euros. Mais aujourd'hui, par exemple, si on raisonne en prix du mètre carré, l'île de Ré, par exemple, est l'île la plus chère de France. Bon, mais ce ratio-là est sur un volume de vente relativement réduit. Donc on est sur un prix au mètre carré moyen de 5 500 €, dans lequel on y intègre les appartements, les maisons individuelles, les maisons anciennes. Donc aujourd'hui, nous, je sais que dans notre activité, ça nous arrive de vendre des maisons autour de 3 000 € le mètre carré, mais on va jusqu'à 12 000 € le mètre carré. Il faut savoir que, généralement, nos acquéreurs sur l'île de Ré ont une histoire avec l'île de Ré. Quand ils ont passé leur enfance dans une maison ancienne, ils veulent retrouver cette maison ancienne. Donc ici, on sait qu'on est beaucoup plus sur de l'irrationnel, du coup de cœur, du plaisir, et automatiquement, dans le plaisir, on est capricieux. C'est une île qui a su garder son caractère, même si elle a évidemment changé, même s'il y a eu évidemment plus d'habitants maintenant, même s'il y a plus de construction. Mais c'est vrai que c'est une île qui évolue vraiment dans le bon sens. Ouais. Yann Verdefroy est photographe. Pour son prochain livre, il immortalise le style traditionnel rétais. Ici, l'urbanisme est très codifié, très encadré, très réglementé. L'île a été classée avant la construction du pont. Et c'est ce qui a permis de préserver vraiment l'architecture. Et malgré tout, on voit que les maisons ne se ressemblent pas toutes, mais il y a quand même des trames qu'on retrouve, évidemment. Il y a les volets verts, les murs blancs. La pente des toits elle-même, elle est réglementée. Mais c'est aussi pour ça que ça reste un endroit assez harmonieux, je pense. Au pied des murs d'enceinte de la citadelle de Saint-Martin, travaillent d'inattendus jardiniers. Ils sont sur l'île plus qu'une tradition, un emblème incontournable. Autrefois utilisés dans les marais pour les travaux agricoles, les baudets du Poitou sont aujourd'hui mis en valeur sous les yeux des touristes. L'unique éleveur de l'île, c'est Régis Léo. Chaque année, il produit environ 1000 litres de lait d'ânesse. Jean-Pierre Paulet lui achète la totalité de sa production. Il est le seul artisan à fabriquer un savon avec du lait d'ânesse de l'île de Ré. Bon, Régis, combien tu ventrais là aujourd'hui là? Pour aujourd'hui, on va en faire 4. D'accord. 4, donc on va sortir 4 litres. En général, pour 2 litres de lait, on fait à peu près 25 kilos de savon. On a 24 heures pour utiliser le lait. Et là, on n'a pas le droit de prendre de retard, quoi. Non, mais merde. Le lait gardera toutes ses facultés nutritives pour la peau, c'est ça qui est important. Donc nous, on ne produit qu'avec le lait d'ânesse de Régis,
Et donc, quand il n'y a plus de lait, on ne produit plus de savon, puisque nous, on n'importe pas de savon du continent. Hein. On est vraiment 100% sur du lait provenance de l'acinerie de Régis. L'année prochaine, je suis sûr que tu vas te surpasser, là. J'ai lancé 10 naissances, j'ai programmé 10 naissances. Et bon, ça ne marche jamais à 100%, mais si on en a 8, déjà, ce sera bien. Ouais. Ce lait est un bien rare et précieux. Un produit de luxe qui se négocie jusqu'à 80 € le litre. L'appellation lait d'ânesse est devenue un véritable argument marketing et certains, peu scrupuleux, n'hésitent pas à la détourner. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « j'ai acheté un savon lait d'ânesse, etc. » Oui, mais je leur dis toujours « oui, mais il est fait comment, votre savon lait d'ânesse ?» Parce que ça, c'est pas marqué sur l'emballage. C'est marqué lait d'ânesse, mais est-ce que c'est du lait frais? Est-ce que c'est du lait lyophilisé? Comment il a été traité? Voilà, tout ça, c'est important. Voilà. Nos clients, ce qu'ils viennent chercher sur l'île de Ré, c'est des vrais produits du terroir. Voilà. Et il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs. Et malheureusement, on se bat un petit peu contre ça. Il y a des vendeurs, des savonneries qui ne le sont pas et des savonniers qui ne le sont pas non plus et qui sont de simples vendeurs de savon et qui valorisent leur savon par l'image de l'île de Ré alors que la provenance n'est pas d'ici. L'âne est devenu la mascotte de l'île. Un argument de vente que l'on retrouve sous bien des formes à travers les marchés de Saint-Martin, Sainte-Marie ou de Loie. L'île de Ré est un label qui lui aussi fait vendre. Les marchés, véritables vitrines des produits locaux, permettent aux artisans comme James Renou, un producteur de sel, de vendre en direct leurs marchandises. Alors, ça nous fait 10. C'est hyper important de faire le marché l'été, quoi. En plus, les gens sont contents d'avoir un marché tous les jours, sur chaque commune, chaque village. Il y a un marché, il y a des producteurs. Ils nous connaissent, ils nous reconnaissent chaque année. Il y a une connivence, il y a une familiarité qui se crée, une amitié, et c'est sympa. Ils jouent le jeu aussi, et on a toujours plaisir à se revoir, et ça, c'est sympa. La petite dame. 1 kilo de sel pour moi. 1 kilo de sel. Il faut qu'on offre aux autres. Et le sel va avec l'île de Ré. Hein. L'île de Ré, Ré-la-Blanche. Ré-la-Blanche, pourquoi? Parce que le sel, quoi. C'est ancestral. On a toujours eu des marais salants, et c'est reconnu. Et quand on arrive à la capitale, quand on parle du sel de l'île de Ré, ah, on connaît. Voilà, sel de qualité, sel d'exception. Donc voilà, c'est du bonheur. Voilà. L'inconvénient de l'île de Ré, au niveau des ventes et au niveau des commerces et des choses comme ça, c'est que les gens s'attendent après avoir payé le pont 16 €, une location très chère et tout. Tout de suite, ça y est, l'île de Ré, ils vont nous augmenter les prix, ils vont nous mettre des prix pas possibles, des tarifs. Et alors qu'en fin de compte, non, on peut toujours avoir des choses abordables. Ce n'est pas que pour les élites. Hein. Donc je fais des tarifs, de la qualité, pour tout le monde. Que ce soit en camping, à l'hôtel, en gîte ou en hélicoptère, peu importe, c'est pour tout le monde. Merci. Mais sur les marchés, les véritables pépites, le produit phare de l'île, ce sont les pommes de terre. Fierté locale, elles inondent les étals et sont l'objet de toutes les attentions. Entre avril et juillet, une trentaine d'exploitants produisent 2500 tonnes de celles que l'on appelle Alkmaria ou Charlotte. Un tout petit volume qui ne représente que 0,2% de la production nationale. Ces petites pommes de terre sont donc les plus rares de France et les plus chères, jusqu'à 10 € le kilo. Leur prix est élevé car elles sont les toutes premières de l'année à sortir du sol. C'est le microclimat qui enveloppe l'île qui permet cette précocité. Avec 2300 heures de soleil par an, elle est l'un des lieux les plus ensoleillés de France, juste après le sud-est et la Corse. Daniel Massé, notre chef restaurateur, est intarissable. Ça, c'est bon, ça. Alors, ça, c'est top. C'est une peau de nouveau-né, vous voyez, avec le simple frottement du pouce. La peau s'en va, c'est une petite pellicule de rien du tout.
Depuis 1998, ce savoir-faire traditionnel est labellisé AOP, appellation d'origine protégée. On ne fait pas des frites avec les pommes de terre ligne de Ré. Ça, c'est pas possible. Nous, c'est la pomme de terre sautée. Voilà, avec un petit peu de graisse de canard, une petite gousse d'ail et la fleur de sel. Ça, c'est le goût du terroir. C'est beau, là. Hein, ah, elles sont belles. Elles sont bien amorties, elles ont le tissu qui permet d'amortir la pomme de terre quand elle tombe. Parce qu'une pomme de terre qui a un coup, elle passera au contrôle, on ne la mettra pas dans l'emballage. Après cette taille-là, le modèle est déclassé et il n'est pas vendu parce qu'on considère qu'après, c'est un modèle qui n'a plus rien à voir par rapport au cahier des charges de l'AOP. Alors, elle sert pour les restos du cœur, les hôpitaux, tout ce qui est social, mais elle n'est pas vendue. Jean-Jacques Hennette est le cousin de Daniel Massé. Il est producteur à Saint-Clément-des-Baleines, à l'ouest de l'île. Ces pommes de terre, labellisées Île de Ré, sont un vrai business à la logistique bien huilée. En quelques heures, elles sont distribuées dans la France entière. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit que j'arrache ce matin, il a été vendu hier. Le marché a été passé hier soir. Il est 10h moins 10. À 11h, moi, je vais avoir livré mon lot de pommes de terre. Ouais. À 11h30, le camion va venir les chercher. À midi, c'est à la coopérative. Et à... Il lave, il met en paquet, terminé, emballé. À 16h, la pomme de terre est lavée, conditionnée, emballée, mise sur palette et les semis sont dans la cour pour être chargés. C'est incroyable parce qu'elle part aussi vite qu'un poisson qui sort de l'eau, d'un port de pêche. Peut-être même plus vite encore. La pomme de terre de l'île de Ré, elle est reconnue parce qu'elle s'appelle l'île de Ré, c'est la première AOP de France, mais reconnue par sa qualité. Souvent, on nous reproche, bien évidemment, de le vendre cher, mais il faut quand même pas oublier que de la pomme de terre primeur AOP de l'île de Ré, c'est une production pour l'année de 11 tonnes hectares de rendement moyen, quand on sait que le rendement moyen de la pomme de terre en France est aux alentours de 55 tonnes. Donc on comprend pourquoi l'AOP existe. C'est que la pomme de terre de l'île de Ré, c'est même pas, je dirais, c'est même pas féculent, c'est, je considère que c'est presque une mignardise tellement elles sont bonnes. C'est pas de la patate, quoi. On a vraiment un produit haut de gamme. Les 350 hectares de marais salants sont un des trésors de l'île. Depuis le XVe siècle, le sel est une authentique tradition rétaise. Autrefois, les navires s'approvisionnaient ici en sel afin de conserver leurs denrées au cours de longs trajets. Aujourd'hui, la production de quelques centaines de tonnes par an est marginale au regard du volume des autres marais salants de l'Atlantique. La fleur de sel, c'est ce qui se forme en fin de journée avec l'action du soleil, du vent. Ça se forme comme un givre, en fin de compte. Ça givre la surface de l'eau. On effleure la surface de l'eau et là, on récolte la fleur. James Renoux est l'un des 86 sauniers de l'île de Ré. Au XIXe siècle, ils étaient 1 millier. Ouais, elle est belle, celle-ci, elle est blanche. Les autres, elles étaient toutes jaunes. Là. Voilà, ça, c'est beau, ça. Vous voyez, celle-ci, elle est super blanche. Voilà, ça c'est top. Ça, c'est de la fleur de sel. Mais bon, ça, c'est un travail qui a été fait par nos mains, quoi, qui a été façonné par nos mains. Et là, on en est fiers. Jamais de ma vie, j'aurais cru être saunier ou paludier, comme on disait à l'époque. Et puis, du coup, bah, ça fait 15 ans, maintenant. Enfin, quand on perpétue un métier ancestral, quoi. Les gens vivaient ici des patates, du gros sel, des vignes et des huîtres. Voilà, quoi. C'était une île d'agriculteurs, de paysans, hein, de vieux petits personnages tout bossus, tout craquelés, qui travaillaient la terre dure, et voilà. Hein.
Ils ont tous eu un oncle, un grand-père ou une grand-mère ou quelqu'un qui a été soigné ou un marais salon. Et on était respectés déjà rien que ça sur l'île de Ré par les anciens déjà. Parce que c'est un métier quand même qui est effectivement assez rude, assez dur. Même les ostréiculteurs ne veulent pas le faire. Là, on arrive sur un résultat, c'est super quoi. Hop là. Allez. Voilà la fleur. Donc on va la mettre à sécher, égoutter, tranquillement toute la nuit, pour l'étaler sur les séchoirs qu'on voit juste en face, là. Elle va sécher naturellement. On va faire une saison normale, 1 tonne par carreau. Alors imaginons 40, 50 carreaux, ça fait 50 tonnes. Ça veut dire qu'en fleurs, ça fait 5 tonnes ou 6 tonnes. La fleur de sel, c'est un petit peu plus de 10% de la récolte de gros sel, quoi. Ça représente pas beaucoup de la production, hein. La fleur de sel, c'est ce qui est vendu effectivement le plus cher, mais on est vraiment à 10% du produit de la récolte. Voilà. Par contre, l'île de Ré, au départ, ça fait effectivement le côté bling-bling et compagnie. Mais là, quand on se trouve ici, là, on est quand même on est hyper content. On a une qualité de vie qui est incomparable, quoi. Là, on est vraiment en mer, quelque part. On est en mer. Hein. On est sur une île, mais on est en mer. Au revoir, Guillaume. Matelot à 12 ans durant les week-ends avec son père, Jérémy Chevrier est aujourd'hui le patron à bord. Il est l'un des 2 derniers pêcheurs de l'île. On l'a pêché dans le... Celle-là va juste traverser le port. Mais regarde. Et demain, elle est sur la table du restaurant. Hein, c'est ça, hein? Bah, c'est ça, même ce soir. Ce soir même. Ah, voilà. Beau maigre. Pareil. À manger ce soir. Ça fait la 8e génération, nous, dans notre famille, de marins. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père. On n'est plus que 2 maintenant. Un petit bateau qui est à Ars, Hugues, le petit Jules et puis nous. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de bateau de pêche. Les temps sont de plus en plus durs. Contre toute attente, les restaurateurs de l'île ne sont pas ses plus fidèles acheteurs. Ils préfèrent souvent des produits venus d'ailleurs. Ils sont derrière, oui. Ah, cette pièce là, je les mets de côté parce que c'est vendu ça. Ah, il n'y a que 2 restaurants, c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est le rendement maintenant qu'ils veulent, tous les restaurants d'ici là. J'ai été en voir un certain, c'est même pas la peine. Ils veulent pas s'emmerder, ils veulent que ça soit tout enfilé, pas s'emmerder à mettre enfilé, donc c'est ce qu'ils veulent. Ils arrivent le matin, devant le restaurant, il y a la caisse de poisson qui est là. C'est prêt à faire cuire et puis il n'y a pas de boulot en cuisine. Les cuistots, bah, ils n'ont plus qu'à les poser sur le grill et puis voilà. De toute façon, maintenant, avec Rungis, ils commandent le lendemain, ils l'ont, même le jour même. Ça vient d'ailleurs, tout le poisson. C'est dommage, parce que, enfin bon, en même temps, il n'y a plus de bateau, mais... C'est dommage de travailler du poisson d'élevage ou du congelé, du surgelé au bord de la mer, quand même. Les gens ne le savent pas, ils pensent manger du produit frais, puis bah, résultat, c'est pas du poisson qui vient d'ici. Mais le problème, c'est qu'ils pensent manger du frais, mais c'est pas du frais. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas indiqué. Les poissonniers de l'île doivent faire face à une importante demande des touristes qui sont en quête de produits de la mer. Les 2 derniers pêcheurs de l'île ne peuvent y répondre.
Yannick Pay est donc contraint de passer ses commandes, parfois très loin de l'île. Non, mais je te des pâtes de crabe. Tu mets la grosse pâte de crabe, la XL. Tu m'en mets 2 fois 3. Le matin, moi je démarre à 4 h. Je vais chercher ma marchandise à La Rochelle, chez certains marailleurs, que j'ai commandé ma marchandise la veille. Pour un plateau de fruits de mer. Voilà. Le problème, c'est que des fois, on n'a pas toujours la marchandise qu'on veut. Donc on est obligé d'aller chercher partout, quoi, dans toutes les criées, quoi. Je vois au Sable d'Olonne, des fois on a pas mal de petits poissons. On va jusqu'au Guilvinec, on va du côté de Saint-Jean-de-Luz aussi, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz pour chercher du poisson de ligne. Ouais, mais tu peux le enfiler. Il faut des produits nobles, il faut des produits plus ou moins abordables. Et il faut que les gens s'en sortent, parce que bon, c'est quand même des produits qui sont quand même relativement chers, certains, quoi. Hein, mais c'est des produits de qualité, quoi. En fin de matinée, à son retour au port de la flotte, une deuxième vie commence pour Jérémy le pêcheur. Avec l'aide de son père et de son épouse, il vend le fruit de sa pêche directement à quai. 1 et 2. Alors vous prenez un filet d'huile d'olive, vous le mettez à la poêle, vous le faites juste frire, vous l'arrosez avec un peu de persil et de l'ail, et vous le dégustez comme ça. Nature. Ah, il y a plus de monde des fois. Des fois, c'est pour ça qu'on est à 3, parce qu'on ne sait pas trop comment gérer la vente. Tous les soirs, quand on a fini de vendre, on n'a plus rien. Les gens qui viennent pour la première fois, s'ils restent une semaine en vacances, ils reviennent tous les jours. Ben, en niveau prix, on est bien moins cher que les poissonniers. On peut dire que c'est un attrait pour les gens. Un exemple flagrant, vous allez prendre de la sole moyenne, vous allez la trouver à 23 ou 25 ou 26 euros. Chez nous, elle est 19,80. La sole moyenne de 300 à 350 grammes. Il y a une grosse différence. Mais nous, c'est la pêche directe du bateau. Oubliez-toi, vraiment, on n'a pas d'intermédiaire. Ça, évidemment, c'est important. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui se lancent à la pêche, quoi. Avant, la flotte vivait que des pêcheurs. Il y avait la petite marchande de poissons qui venait avec sa charrette et puis elle passait dans les rues en criant du poisson frais, du poisson frais. Eh oui, ça, c'est une époque, ça. Moi, j'ai connu ça. J'étais tout petit. Dans les années 60 à 70, on était encore 160 bateaux dans l'île de Ré, de pêche. D'ailleurs, tous les anciens marins, ils se trouvaient, le matin, ils se trouvent en dessous, là, et l'après-midi, ils viennent sur le banc, discuter des choses et d'autres, voir les bateaux rentrer. C'est ça la vie de la flotte, un peu. Hein, écoute, Henri, on a la chance d'habiter l'île de Ré. On regarde un peu. Regarde, 90 ans après-demain, regarde un peu. On va manger du poisson. Et le poisson, ça se conserve, les bonhommes. Voilà. On est là. Il n'y a plus la solidarité, il n'y a plus... quand on est dans une île, de toute façon, c'est une grande famille. Donc maintenant, la famille, c'est plus la même chose. On était tellement soudés parce que on vivait avec les portes ouvertes et les clés sur le tableau de bord. Tandis que maintenant, c'est plus bas. On savait qu'à 11 h, il n'y avait plus de bateau, donc... La famille on était nés sur une petite terre et donc on aurait pensé que ça nous appartenait, mais nous, ça ne nous appartient plus. Mais non. Hein? On est tellement en minorité. Ah, il y en a plus. On se fait tout petit maintenant. Il n'y a rien d'autre. Ils nous prennent pour des ploucs, là. On passerait pas. Non, ils amènent quand même un confort que les Iliens n'avaient pas. Hein. Bon, puis, ils ont ramené quand même un peu de monnaie, quand même. Hein. Faut pas cracher dans la soupe. Les Parisiens, on est content de les avoir. C'est grâce à eux, quand même, que les maisons ont pris de la valeur. C'était que des maisons de cultivateurs, donc les gens, ils investissaient pas dans les maisons, ils rachetaient un bout de terrain. C'est vrai. Maintenant, c'est quand même compliqué. Hein. Il vaut mieux pas être trop propriétaire, hein, parce qu'on est devenu riche propriétaire sans trop d'argent et avoir des biens et obligé de vendre pour la succession. Pour payer.
Le pont, ça nous a beaucoup bouleversés parce que c'était une vie de prendre le bateau, entre l'attente, la traversée, on était au courant de tout. Le petit café à la passerelle. De tout ce qui se passait dans l'île de Ré, parce qu'il n'y avait que des gens de toute l'île. Donc c'était presque l'information de l'île de Ré. Hein? Et donc le bateau, il partait pas sans qu'on soit pas embarqué. On avait le petit café, on était soignés comme des princes. Non mais c'était une période super. Mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est dommage. Ça sera recommencé, je recommence. Je recommence demain. L'été touche à sa fin. L'île se vide de ses touristes. Les plages redeviennent le royaume des oiseaux et des bateaux accrochés à leurs amarres. Dans les villages, plus d'une maison sur deux ferme ses volets jusqu'aux prochaines vacances. Les vrais Rétais retrouvent le calme et la tranquillité qui bercent leur journée en basse saison. 125 grammes. James, le saunier, et Maude, sa femme, sont inquiets. Jusqu'ici, ils louaient une maison dans laquelle ils pouvaient vivre et travailler. Mais le propriétaire a décidé de vendre. Ils vont donc devoir déménager. Et il leur sera difficile de trouver un logement dans leur budget. Ils retrouvent Gisèle Vergnon, maire de Sainte-Marie-de-Ré, pour tenter de trouver une solution. Nous, on s'y retrouve pas. Nous, on veut pas galigner des 1000 et des 100. On veut juste vivre de notre métier décemment, simplement, avec une petite boutique, avec de quoi vivre, et voilà, tout simplement. Vivre sur l'île de Ré, ici, on s'y plaît, en plus, à Sainte-Marie, là, nous... Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve quelque part, on va plus avoir de moyens de travailler. En plus, on va pas être logé. En plus, on n'a plus de moyens de travailler. Donc là, on est complètement acculé. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, du coup, aujourd'hui. Non, mais vous avez votre vie professionnelle ici. Donc c'est pas possible d'être d'un côté sur le continent et d'un autre côté dans son activité. Faire le marché, s'occuper du marais. Vous n'aurez pas l'esprit tranquille et libre, et puis la fatigue. Et l'aller-retour. Et c'est clair que la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui, elle est celle d'énormément de jeunes qui ont la volonté, le dynamisme, projet de vie sur l'île de Ré. Et effectivement, on n'est pas dans le côté bling-bling de tout ce qu'on peut voir, on est dans la réalité, le vécu de l'île, quoi. La vie permanente à l'année, elle est essentielle. On a encore la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir 10 écoles, donc c'est bien l'intention de les maintenir, mais tout ça contribue forcément. Le logement, c'est le point de départ de la vie permanente, voilà, et de la vie économique. Et puis nous, en tant que Sony, on ne peut pas se permettre d'acheter, on n'a pas les moyens. Mais aujourd'hui, qui a vraiment les moyens d'acheter le terrain ou la... Non mais c'est énorme, c'est énorme. Aussi bien les résidences secondaires que les mairies, que les communautés de communes, elles sont confrontées au prix du marché. Et le prix du marché, il est... tellement important que seule une commune, elle ne peut pas acheter du foncier. C'est vrai que la communauté de communes, elle s'est engagée à créer 400 logements sur l'île de Ré et qu'elle y participe avec beaucoup d'activités. Donc ça sera peut-être pas à Sainte-Marie, mais ce sera peut-être ailleurs. Mais je sais que vous voulez rester à Sainte-Marie et moi j'y tiens absolument. Mais donc nous aussi. il faut qu'on... Voilà. Notre clientèle, elle est là, on aime Sainte-Marie, on veut rester ici. On va y arriver. De toute façon, moi je veux pas que vous partiez de Sainte-Marie, alors donc... Nous, on aimerait bien rester on aussi. s'y emploie. On s'y plaît bien ici. Pour Maude et James, quitter l'île serait un déchirement. Ils vont continuer à se battre pour ne pas être les victimes du succès de l'île et de l'envolée de ses prix. L'âme de l'île, ce sont ses 18 000 habitants. À l'avenir, les vrais Rétais doivent pouvoir continuer à vivre ici et perpétuer au quotidien les traditions et l'authenticité qui font de cette île un joyau unique en France.
Il y a des moments difficiles, d'accord, mais voilà, là on est bien, quoi. Mais non, mais c'est tout bête. Mais j'adore ce que je fais, en fait. Vivre sur l'île de Ré, bah, c'est génial. Là, on est heureux, on est vraiment dans un microcosmos. Là, c'est waouh. On en prend plein les yeux et on est bien. C'est surtout ça, quoi. On est bien.